Avec ma pièce, lieu d'événement pour entreprises, retrouvez chaque mois le grand entretien de Lyon Décideur. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce 6e grand entretien de Lyon Décideur dans le cadre de la réunion mensuelle du club Lyon Décideur. Notre invitée aujourd'hui, Anne-Sophie Panseri, présidente nationale de Femmes Chefs d'entreprise et directrice générale de Maviflex. Bonjour Anne-Sophie Panseri. Bonjour. Merci d'être avec nous et c'est bien avec ces deux casquettes que l'on a envie de vous interroger aujourd'hui avec Maxime Feuillet, celle de dirigeant d'entreprise qui a racheté une partie de la société familiale, Maviflex, quand votre père a vendu, une entreprise dont vous avez voulu assurer la pérennité en signant une alliance en 2018 avec un groupe allemand. Comment fait-on pour passer en l'espace d'une vingtaine d'années de 34 à 145 salariés aujourd'hui avec un chiffre d'affaires qui a été multiplié par 3,5, chiffre d'affaires que vous prévoyez encore de doubler dans les 5 ans qui viennent. Et puis bien sûr, on a envie de vous entendre sur les spécificités de l'entrepreneuriat féminin. Avec la crise liée au Covid-19, il est encore plus difficile pour les femmes de piloter leur entreprise. Vous nous direz pourquoi dans un instant en tant que présidente de Femmes Chefs d'entreprise. Avec moi pour vous interroger aujourd'hui, Maxime Feuillet, journaliste à la rédaction de Lyon Décideur. Bonjour Maxime. Bonjour. Qui vous pose la première question. Et la première question, c'est la question rituelle du grand entretien Lyon Décideur. Anne-Sophie Panseri, quelle est votre définition du décideur ? Le décideur, c'est celui qui impulse l'envie d'avancer dans la gestion du quotidien, qui donne la vision et qui embarque les équipes dans un projet. Est-ce qu'il peut exister une différence entre un décideur au masculin et un décideur au féminin, selon vous ? Non. Aucune ? Je déteste les stéréotypes et ça serait encore un stéréotype, donc non. Un décideur reste quelqu'un, homme, femme, qui a un projet et qui impulse. Alors, vous avez commencé, Anne-Sophie Panseri, chez Decathlon. Vous y êtes resté 2 ans à peu près, participant notamment à la création du Trocathlon. Pourquoi n'avoir pas continué dans ce groupe ? Je me pose régulièrement la question, mais pourquoi suis-je rentrée dans le groupe familial ? Je ne sais pas, parce que j'ai eu envie plutôt de rejoindre un enjeu familial plutôt que de quitter Decathlon, parce que c'était vraiment un esprit de groupe qui me ressemblait beaucoup, cette entreprise, que j'ai gardé vraiment des très bons amis encore aujourd'hui. Et je pense que c'est plutôt l'appel de la famille qui a fait la différence, d'avoir envie d'apporter une valeur ajoutée à une organisation dont j'entendais parler à longueur de week-end, de vacances, et qui finalement, après avoir plutôt lutté contre, on va dire, parce que quand on est enfant, cet environnement familial est très preneur de nos parents finalement et de l'absence. Et finalement, cet appel a été plus fort que le reste. Avant la direction de l'entreprise, vous êtes passé au sein de Maviflex par le marketing, puis par la production. C'était un parcours logique pour vous, pour connaître toutes les facettes des métiers de Maviflex avant d'en prendre la direction ? Alors, je dirais oui aujourd'hui, mais à l'époque, c'était pas du tout un plan de carrière. Et ça a été vraiment des opportunités que j'ai saisies et qui a fait la différence. Et notamment l'opportunité de la production, parce que venant d'un monde et d'une formation commerciale marketing, je n'étais absolument pas destinée à m'orienter sur la production. Mais c'est le départ d'un collaborateur qui m'a donné envie de tenter ma chance dans un environnement où j'étais persuadée que je pouvais apprendre avec les équipes, que même en n'étant pas moi-même ingénieure, avec un groupe autour de moi, je pouvais monter en compétences et apprendre. Et donc, c'est vraiment, pour moi, le mot-clé, c'est oser. Alors, quand votre père décide de vendre, on est en 98, 99 ? 99, septembre 99. C'est un choc pour vous ? Ah oui, c'est un énorme choc. Et vous le prenez mal ? Très mal. Très mal parce que, en fait, ça a été une rencontre d'hommes comme hommes, parce que là, en l'occurrence, c'était 2 hommes. Mais je savais qu'il allait préparer sa retraite, même si je considérais qu'il était encore très jeune et qu'il avait encore beaucoup à apporter à l'entreprise. Mais en fait, c'est vraiment cette rencontre entre 2 personnalités qui a fait qu'il y a une alchimie qui est passée et une décision qui a été extrêmement rapide, puisque
première rencontre en septembre 99 et une vente en décembre 99. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'entreprises qui se vendent en si peu de temps alors qu'il n'y avait jamais eu de contact au préalable. Et vraiment, c'était finalement une transmission d'une histoire. Et aujourd'hui, avec le recul et avec mon futur à moi, ou mon passé récent, ça fait sens aujourd'hui de cette rencontre qu'il a vécue pour amener une pérennité à l'activité principale de l'entreprise, qui était à l'époque le chemin de câble. À ce moment-là, avec votre frère Romain, vous rachetez la partie porte souple industrielle de l'entreprise. C'était la partie la plus intéressante de l'entreprise à racheter ? C'était la partie dans laquelle je m'étais le plus investie. J'étais rentrée en production sur cette activité-là. Et donc, ça faisait sens par rapport à mon propre parcours. Et puis, ça faisait sens par rapport finalement à l'opportunité que j'ai faite de la vente du groupe familial, puisque c'était pas cette activité qui intéressait le repreneur. Et donc, j'en ai fait une force et j'ai proposé au repreneur de racheter cette division qui aurait pu continuer à vivoter dans un groupe, mais qui a pris une autre dimension par cette nouvelle prise de risque, parce que financièrement, ça a été une vraie prise de risque, parce qu'on a quasiment en 1 an et demi investi les 2/3 du chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc, mais c'est ce qui a fait la différence aussi. Alors, comment vous évoquiez tout à l'heure les équipes ? Comment les équipes ont réagi quand vous avez décidé de racheter avec votre frère ? Admiratif, circonspect, inquiet ? Comment était-il ? Non, je pense rassuré, parce que mon père nous suivait aussi dans cette aventure-là. Il est, comme beaucoup dans les organisations familiales, il a pris le conseil de surveillance. Et donc quelque part, je pense que c'était aussi une continuité pour les équipes, donc une façon de rassurer tout le monde, si besoin était de les rassurer. Et en même temps, je pense une envie de cette équipe. On se connaissait depuis très longtemps, on travaillait ensemble depuis très longtemps, de pouvoir se lancer dans une nouvelle aventure de façon indépendante du groupe. Vous évoquiez justement les formes de risque. À ce moment-là, Maviflex, c'est 8 millions d'euros de chiffre d'affaires et vous lancez 4 millions d'euros d'investissement avec notamment une usine de 10 000 m², de nouvelles machines. Ce sont des grandes ambitions pour vous quand vous devenez présidente de Maviflex ? Oui, c'était énorme, c'était beaucoup de nuits blanches, mais c'était aussi l'ambition que j'avais pour cette entreprise, de pouvoir la développer. Et en plus, si vous vous rappelez de l'époque, c'était une époque où on sortait toute l'activité de production vers la sous-traitance. Et moi, j'ai fait le choix inverse d'intégrer complètement ma production pour avoir une maîtrise totale de mes achats et de mon délai de production. Et donc là aussi, c'était un peu différenciant, avec un regard bancaire un peu circonspect à l'époque. Et finalement, ça a fait la différence, parce que pas très longtemps après, on a des crises successives. Et quand on maîtrise ses prix d'achat de sa matière première, ça fait complètement la différence sur le développement qu'on a pu avoir dans le futur. Alors, il y a peut-être un parallèle à faire avec ce qu'on vit en ce moment, ce qui vient de se passer ces dernières semaines. On en reparlera peut-être tout à l'heure. On arrive à 2005, 2006, les difficultés, le choix de la procédure de sauvegarde. Et vous le dites clairement, j'ai eu peur de perdre l'entreprise, je me sens seul. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Un immense moment de solitude. J'avais fait mon parcours d'entrepreneur avec l'expression le nez dans le guidon, mais c'était vraiment la réalité. Quand vous démarrez avec autant de prise de risque financière, vous vivez vos jours, vos nuits, vos week-ends, vos vacances pour l'entreprise. Et ce moment-là, en fait, je l'ai subi. Et je l'ai subi parce que c'était un élément extérieur à ma gestion qui a... Quoique non, finalement, avec du retour, on pourrait dire que l'analyse de risque, j'aurais pu aussi la faire différemment. Mais en l'occurrence, je l'ai vraiment subi et je l'ai vécu extrêmement mal parce que je me sentais vraiment dans de l'injustice. C'est comme tout Français quand on se sent dans un univers très injuste. Soit on se recroqueville, soit on se révèle. Et moi, je pense que ça a été ma naissance de décideur à ce moment-là.
où vraiment j'ai pris le taureau par les cornes, je suis sortie. Là aussi, j'ai pris un risque parce que j'étais quand même accusée de contrefaçon. Donc, voilà, c'est un concurrent, qui nous qui a est dans la région d'ailleurs. attaqué. Et donc, à un moment où c'était la chasse aux sorcières sur ces sujets-là, et j'ai osé parler de ce qui arrivait, j'ai osé exprimer une opinion. Et en fait, j'ai eu un élément incroyable, c'est une adhésion de tout l'écosystème de l'entreprise autour de moi. Évidemment, les salariés, puisqu'ils connaissent l'entreprise et ils étaient persuadés de leur bon droit, mais pas que. Les clients ont été d'une solidarité incroyable autour de nous, même à ne pas nous remettre en cause dans nos marchés pour nous dire c'est notre façon de vous accompagner et de vous donner une chance à un moment qui était un moment vital pour l'entreprise. Et la lumière de 2006, c'est quand même la procédure de sauvegarde qui arrive en janvier en France. C'est une nouvelle procédure, voilà. C'est une nouvelle loi qui rentre en vigueur tout début janvier. Et j'en prends connaissance au MEDEF à l'époque, qui m'invite pour une matinale. Et je la mets en place. Et donc, on a été la première société aussi à Lyon à obtenir cette procédure. Et là, ça m'a transcendée parce qu'à la fois, j'avais envie de prouver ma capacité à relever le défi et à continuer. Mais en même temps, ça m'a fait prendre conscience de l'obligation du dirigeant d'aller à la rencontre des autres dirigeants et de tout ce parcours qui m'amènera aux femmes chefs d'entreprise après, mais de pouvoir échanger, de pouvoir nous partager notre quotidien finalement, et puis m'investir dans le rôle économique pour aussi, je pense, quelque part donner. Parce qu'à cette période-là, j'ai beaucoup reçu de l'écosystème lyonnais et j'avais besoin derrière de partager cette capacité, tout ce que j'ai appris finalement, parce qu'on dit souvent qu'on apprend plus de nos échecs que de nos victoires. Et donc c'était une façon pour moi aussi de rendre à mes pères et mères tout ce que j'avais appris sur cette douloureuse période de 2006 à 2010, puisque je suis sortie de la procédure en 2010 avec 3 ans d'avance. Vous dites justement qu'en France, on a un regard très négatif sur l'échec. À quoi cela tient-il selon vous ? C'est notre histoire. Je pense qu'on a une culture qui est comme ça. On a un regard très négatif de tout ce qui n'est pas beau. Mais en même temps, on n'aime pas les belles réussites non plus en France. Donc il y a beaucoup d'ambiguïté et un regard qui est, je trouve, qui est très injuste parce que les entreprises, et en plus sur la métropole, sur Lyon, on a quand même des magnifiques réussites d'entrepreneurs. Et je trouve que de la même façon, on est très extrême en France quand même, globalement. Hein. On n'aime pas celui qui ne réussit pas et on n'aime pas celui qui réussit bien. Donc il faut toujours être très dans le moyen. Voilà. Et moi, j'adore tous ces entrepreneurs qui sont partis de rien et qui ont fait ce qu'ils ont. Enfin, on a des magnifiques ETI et on devrait les encenser de ce qu'ils apportent à l'économie, à notre histoire, à notre développement, aux salariés, parce que c'est un tout, c'est un épanouissement de tout le monde. Le dirigeant s'épanouit par notre développement, on s'épanouit par nos échecs, parce qu'on apprend beaucoup et avec beaucoup d'humilité et de modestie. Mais on avance avec une équipe autour de nous et c'est une alchimie complexe, mais c'est ensemble. Justement, l'échec, c'est une thématique que vous abordiez avec les FCE, notamment une soirée soit j'apprends, soit je gagne, soit j'apprends. C'est quelque chose d'indispensable à travailler auprès des FCE pour vous ? C'est-à-dire que
c'est globalement le rôle de la femme dans la société qui est un modèle sur lequel il faut mettre un peu d'énergie et faire un peu bouger les lignes aussi. Je pense que les femmes ont encore besoin de plus oser que la moyenne, hein, parce qu'il y a beaucoup de représentation de notre éducation, de notre environnement, de notre rôle dans la famille, et que malgré tout ce qu'on peut enchaîner sur ces sujets-là, et on en parle de plus en plus, reste qu'il y a un poids de la société sur notre développement économique. Donc il faut oser prendre les choses à bras-le-corps, en face. Et l'échec, ça fait partie de notre vie au quotidien. On en vit tous les jours des échecs. On en vit dans notre relation avec nos enfants, avec nos conjoints, avec nos salariés. Voilà. Ce qui est important, c'est de les analyser. Et ce qu'on apprend avec le réseau, c'est faire du retour d'expérience de tout. Et là, on en a un beau à faire avec ce qu'on a vécu dans cette période de confinement, où je pense qu'on a énormément de choses à apprendre de ce vécu-là, apprendre de ce que les salariés ont vécu dans leur organisation de travail, mais nous aussi en tant que dirigeants, et on a beaucoup d'opportunités, parce que je suis aussi quelqu'un de très optimiste sur les choses, et j'ai besoin d'analyser l'échec, mais j'ai besoin de le voir comme quelque chose de positif dans notre développement d'après. Alors, on va revenir sur la façon dont vous avez remonté la pente, hein, de 2006 à 2010. Vous l'avez dit, vous êtes sorti de la procédure de sauvegarde avec 3 ans d'avance. Comment est-ce que vous y êtes arrivé? Vous avez évoqué donc ces liens avec l'écosystème lyonnais. Qu'est-ce qui fait que voilà, vous avez pu sortir 3 ans plus tôt que prévu de votre plan de sauvegarde? Je pense que c'est un tout. Je pense que ce moment extrêmement difficile de l'entreprise a fédéré les équipes aussi en interne. Les commerciaux m'ont dit en 2006-2007 que la procédure, ils étaient passés du rôle de commercial à un rôle de guerrier. Et je pense que ça a vraiment créé une volonté de réussir par le terrain incroyable. Et donc ça a amené de l'énergie sur tous les services. Hein. On a accéléré aussi l'innovation, on a déposé beaucoup de brevets, on a accéléré le développement à l'international, on a fait des choix stratégiques commerciaux aussi, hein, puisque on parlait tout à l'heure de la situation. On a fait un choix de passer par des partenaires, hein, et de ne pas vendre en direct sur les entreprises. Donc c'était un choix aussi osé par une surenchère de marge qu'il y a vis-à-vis d'une vente directe à l'utilisateur. Mais du coup, on a démultiplié le nombre d'experts autour de nous et le nombre finalement de commerçants. Voilà. Et c'est un peu ce qu'on appellerait aujourd'hui du marketing réseau, d'une autre façon, mais quand même un peu aussi un changement de modèle dans l'industrie pure, voilà, comme on le faisait jusqu'à présent. Sur le développement à l'international, justement, depuis 2017-2018, il y a cette alliance avec un groupe allemand. Pour quelles raisons avez-vous décidé de passer cette alliance? C'est pour mieux assurer la pérennité de l'entreprise, accélérer la croissance. Vous évoquez notamment un chiffre d'affaires doublé d'ici à 5 ans, c'est bien ça? Oui. Pour toutes ces raisons, et là je retrouve un peu finalement les discussions que j'ai pu avoir avec mon père au moment où il a cédé, c'est de se dire c'est quoi le futur de l'entreprise, et moi, avec ce que j'avais vécu avec cette procédure de sauvegarde, je savais que la marque de l'entreprise était plus importante que mon nom, et ça c'était quelque chose qui était ancré en moi, et en aucun cas je ne voulais faire prendre de risques à l'entité juridique de l'entreprise. Voilà. J'y ai mis tellement d'énergie, il y a tellement de générations qui ont œuvré pour cette entreprise, que pour moi, mon échec à moi, ça serait de ne pas garantir la suite de l'histoire de Maviflex. Et quand on se dit ça et qu'on a un industriel allemand qui tape à la porte, on se dit les chemins se croisent. À un moment donné, il faut saisir, sentir le moment opportun de le faire. Et nous, c'était un bon moment. C'était un moment aussi de questionnement avec mon frère sur l'actionnariat. C'était un moment de très forte croissance
de nos concurrents qui devenaient des très très grands groupes et on devenait un petit pousset en danger finalement en étant monoproduit. Et puis cet industriel qui arrive avec des valeurs qui ressemblent aux nôtres. C'est une famille, c'est la production avant tout, c'est donc un regard qui était en alignement parfait avec le mien et avec le futur. Voilà. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura pas de transmission à vos enfants? Non, il n'y aura pas de transmission à nos enfants. Il y en a qui sont dans l'entreprise. Oui, j'ai mon aîné qui y est, donc, qui a des magnifiques opportunités au travers de ce groupe pour demain. Mais c'est pas lui qui aura. Enfin, il aura peut-être la direction générale après moi, j'en sais rien, mais ce sera un choix et c'est à lui de prouver aujourd'hui sa capacité. En tous les cas, c'est pas un sujet d'actualité du tout. D'abord parce que je pars pas. Aujourd'hui, en 2020, Maviflex, c'est 145 salariés, un chiffre d'affaires de 28 millions d'euros. Ça a été multiplié par 3,5 depuis 2000 et votre arrivée à la présidence de l'entreprise. Quelle est pour vous la clé du succès d'un tel succès aujourd'hui ? Alors, c'est pas que moi, c'est d'abord on est deux, ça c'est important pour moi. C'est-à-dire qu'on est deux actionnaires à l'époque sur le développement et on a une magnifique équipe autour de nous. Et on est deux, c'est important, je trouve, moi, dans le type de management. C'est important parce qu'on est différents et qu'on se challenge sur les orientations qu'on fait prendre à l'entreprise. Et cet élément-là, en ayant à la fois des rôles très déterminés, chacun son job dans l'entreprise, c'est-à-dire qu'on ne se marche pas sur les pieds, mais en même temps on se questionne sur tout et on se challenge sur tout. En plus on a 7 ans d'écart, il est plus jeune que moi, mon frère, et donc je pense que c'est aussi des générations qui sont un peu différentes, et ça a fait la différence sur le terrain. Après c'est un tout, c'est globalement bien sûr les produits, la qualité, le rapport qualité-prix de ce qu'on a développé, et puis c'est la compétence de notre équipe, quoi. Pour moi, c'est vraiment ça l'élément déterminant. Et cette compétence de ces équipes, elle est là aussi parce qu'on a mis en place très tôt des organisations équilibre de vie privée, vie professionnelle. On a mis en place dans un environnement industriel les éléments propices pour que les gens s'épanouissent et restent avec nous. C'est important pour moi, cette continuité des compétences et de grandir et de vieillir ensemble, mais de renouveler aussi, puisque quand on passe de 30 personnes à 145, c'est aussi d'ouvrir le champ à la diversité, hommes-femmes, culture, type de formation, et ça c'est essentiel dans la réussite. Il y a aussi cette capacité d'innovation avec cette porte connectée qui a été lancée en janvier 2020, c'est bien ça ? C'est ça, ouais. C'est un produit qu'on a développé depuis maintenant bien 3 ans, parce que c'est un changement complet et un développement qu'on a voulu internaliser, entre guillemets, avec des appuis techniques, mais une nouvelle carte électronique, une nouvelle vision aussi, de pouvoir apporter un nouveau service à nos clients, finalement. Alors, on va revenir d'un mot sur la crise sanitaire, le confinement. Vous dites qu'il faut toujours faire des retours d'expérience. Comment est-ce que vous l'avez vécu ? Comment est-ce que vous avez passé ce cap ? Est-ce que l'entreprise s'est arrêtée ou est-ce qu'elle a continué de travailler pendant cette période de confinement ? J'ai fermé l'entreprise le 19 mars, considérant qu'on était en incapacité de continuer, pas par le fait de ne pas avoir de commandes, parce qu'on avait un carnet de commandes plein à plus 25% à la veille de la fermeture, mais par le fait qu'on ne pouvait plus rien livrer parce que nos clients fermaient les uns après les autres, et le fait qu'on n'allait pas pouvoir renouveler la marchandise puisque nos fournisseurs fermaient. Et notamment dans notre activité, on a des fournisseurs qui sont en Italie, et l'Italie était mise à l'arrêt au niveau de notre activité. Et donc fermeture totale. On a fait, donc tout le monde assez vite a été ou en chômage malheureusement ou en télétravail. Donc là aussi, ça a été une grande expérience pour tous les services support. Et puis, on a réouvert le 6 avril. On a réouvert parce qu'on avait une demande d'industrie qui tournait, notamment la grande surface, qui tournait beaucoup, et puis les industries agroalimentaires et pharmaceutiques.
Et donc, on a détricoté complètement notre planning pour pouvoir ne fabriquer que ce qu'on pouvait livrer. Et on a redémarré avec une petite équipe en production. Les services support travaillaient encore à domicile. Et on a mis en place tous les gestes barrières, les masques, enfin tout ce qu'on devait faire, avant même d'ailleurs d'avoir toute la réglementation. On a développé tous ensemble une charte de prévention du risque pour qu'on soit tous d'accord sur la méthodologie de travail qui va avoir des impacts, parce que sur le coût du travail, il y a des sujets à porter aujourd'hui, mais qui est absolument nécessaire et que de toute façon, il n'y avait pas d'autre question que de reprendre dans des conditions sanitaires optimum. Votre regard sur le télétravail, quel est-il? On sait que vous avez l'habitude de lutter contre le présentéisme. Et avec le confinement qui a dopé le télétravail, qu'est-ce que vous jugez sur ce télétravail-là? Alors, très, très diversifié dans le retour qu'on a pu, parce qu'on a questionné nos collaborateurs aussi sur ce sujet-là. Moi, finalement, j'ai travaillé très peu en télétravail parce qu'on avait besoin de suivre la comptabilité. Et donc, je suis retournée beaucoup au bureau, parce qu'il y a un petit sujet aussi du crédit interentreprise en post-confinement à partager avec les autres entrepreneurs. Mais donc le retour est très différenciant. Et ce qui a été ma surprise, c'est que c'est pas lié au niveau d'âge. On a des très jeunes qui ont très mal supporté le télétravail. Et donc, c'est vraiment des personnalités, l'environnement familial, le parcours. Mais dans tous les cas, forcément, il va y avoir des pratiques qui vont perdurer. Nous, on a décidé, là, pour le moment, d'être encore, on est à 30% en télétravail, 70% en présentiel. On a donné le mois de juin pour reprendre une activité présentielle tranquille, à la vitesse de chacun, en allant plutôt vers un retour en présentiel dans l'entreprise, parce que c'est un moment aussi où on a besoin de recréer du lien humain les uns avec les autres. Pour autant, les pratiques sont en train de vraiment changer. Le télétravail, il est perçu plus aujourd'hui dans une organisation en mode projet, où ça nous semble très opportun de le maintenir quand on a un sujet, a besoin de calme, de sérénité pour travailler un document, un dossier. Par contre, la visio va, pour moi, rester un élément prégnant dans la relation avec nos clients et nos fournisseurs. Je pense qu'une partie de la négociation de vente va continuer à se faire par ce mode-là et pendant encore très longtemps. Mais c'est plutôt une bonne nouvelle. Il faut le travailler différemment, il faut être intéressant, il faut revoir les modes de vente. Mais d'un autre côté, c'est aussi un gain d'argent parce que les déplacements coûtent extrêmement cher dans la relation commerciale. Donc voilà, il faut trouver aussi les opportunités dans nos organisations vis-à-vis de cette nouvelle donne de la relation de vente. Justement, le télétravail, est-ce que c'est pas compliqué aussi de faire revenir les personnes dans l'entreprise? Est-ce que c'est pas une arme à double tranchant finalement le télétravail par rapport à cela? Comme dans tout, il y a les comportements différents sur tous les sujets, donc il y aura tout type d'analyse. Globalement, ce qui a été le plus difficile, c'est le fait de la non-reprise des écoles pour les familles plus qu'autre chose. Après, quand on a des problèmes de santé, on a des problèmes de santé, il n'y a pas de sujet. Enfin, pour moi, et c'était vraiment plutôt le cadre scolaire qui était le plus compliqué. Mais j'ai pas de cas, enfin en tous les cas non connus, de salariés qui ne souhaitaient pas revenir. Il y avait des appréhensions, mais enfin moi quand j'allais à l'usine pendant la période de confinement, j'avais une boule au ventre. Donc je peux considérer ce que j'ai vécu moi sur des moments où on était vraiment dur de l'annonce de tous ces décès autour de nous, de cette télé qui relançait sans arrêt c'était extrêmement anxiogène. Et quand vous demandez à des collaborateurs de venir travailler à l'usine et que vous êtes avec eux, parce que je ne me sentais pas du tout de rester chez moi alors que je leur demandais de venir produire, ben vous êtes avec des nœuds. Enfin, voilà, on est des hommes et des femmes humains.
Est-ce que vos partenaires allemands, vos actionnaires allemands ont une approche différente, hein? On dit beaucoup que les entreprises se sont moins arrêtées qu'en France et sont reparties plus vite outre-Rhin. Est-ce que vous le confirmez? C'est le cas, ouais, c'est le cas. Ils n'ont quasiment aucune baisse de chiffre d'affaires en Allemagne sur leur activité, alors que nous, on a vécu, donc mois d'avril, on a moins 50, on avait moins 70% en prise de commande, et en Allemagne, ils sont à zéro. Pas de progression, mais pas de perte. Et donc, oui, il y a une méthodologie qui serait intéressante d'analyser ensuite. Je pense que c'est aussi leur organisation très décentralisée qui est très différente de la nôtre. Et puis la décision d'acheter des masques beaucoup plus tôt que nous aussi. Hein, donc ils avaient le matériel nécessaire dans les usines bien 2 mois avant nous. Donc moi, c'est l'usine allemande qui m'a envoyé les premiers masques. Donc oui, il y a une méthode qui a été différente. Après, ils n'ont pas eu aussi le nombre de malades que ce qu'on a eu en France. Donc voilà, il faut... C'est toujours difficile de faire des jugements de valeur sur le après, il faut rester modeste. En tous les cas, moi ce que je considère, c'est que pour nos entreprises, le job a été fait. Franchement, sur les aides, par contre, eux, ils n'ont rien eu parce que dans l'industrie, ça a tourné, mais d'autres entreprises ont moins bien tourné aussi en Allemagne, hein, les restaurants, enfin tout ce qui a fermé, comme ça a été fait chez nous. Et là, ils n'avaient pas du tout les aides qu'on a eues nous. Donc, il y a beaucoup plus peut-être d'entreprises qui vont disparaître que ce qu'on va avoir en France. Donc, il faut faire une analyse dans quelques mois, pas tout de suite à chaud, et voir ce qu'on en tire comme conséquence et comme modification de nos organisations derrière. On va revenir un peu plus désormais sur votre engagement patronal auprès des FCE, du MEDEF aussi. Vous parlez beaucoup des autres, de l'importance de se nourrir des histoires des autres, des parcours. C'est aussi pour cela que vous avez rejoint les FCE et le MEDEF en 2005-2006 ? Oui, en fait, je les ai rejoints pour des raisons différentes. Le MEDEF, parce qu'on m'y a emmené pour me faire rencontrer des décideurs sur des sujets de mon quotidien plutôt liés à la période de sauvegarde. Et les femmes chefs d'entreprise, c'est la présidente de l'époque qui a vu un article dans la presse et qui m'a appelée. Et j'y suis allée avec l'envie de lâcher prise. Et donc, en fait, j'ai trouvé des choses très différentes dans les deux organisations, mais qui m'a donné l'envie dans les deux organisations ensuite de m'investir pour rendre. Ouais, c'est quelque chose qui est très important pour moi. C'est que dans nos vies, on reçoit beaucoup des autres et ensuite, il faut donner. Et quand vous donnez, c'est gratuit, c'est pas du don de soi, mais du temps qu'on donne aux autres, et on reçoit énormément. Et je suis nourrie, moi, de ces parcours de gens que je rencontre, que je n'aurais jamais rencontrés en prenant ce temps d'aller à la rencontre des autres, parce qu'on pourrait vivre une vie entreprise, famille. Voilà, j'ai 3 enfants, ma vie de famille, elle est très importante comme pour beaucoup d'autres, mais j'ai le même mari que je suis arrivée à garder aussi pendant 27 ans, mariée, mais 30 ans même maintenant. Voilà, enfin, ça fait partie, mais je pense que c'est un tout qui font la personnalité qu'on est en vieillissant et qui me nourrit, moi, dans mes choix aussi de dirigeants, de décideurs. Et j'ai besoin d'aller à la rencontre de ces parcours-là, et j'apprends énormément de ce que les autres ont fait. Et ce qui m'intéresse, c'est de changer les univers. C'est que je trouve que dans l'innovation, on apprend énormément quand on n'est pas dans son cadre à soi. Et ça, c'est vraiment, pour moi, un message de faire du transverse. On apprend du service, on apprend du commerce. Aujourd'hui, c'est une révolution, le monde du commerce. Et comment le monde du commerce, avec tous ces enjeux de digital et de nouvelles méthodes de vente, peuvent nous intéresser dans le monde industriel sur nos méthodes de vente de demain, d'organisation de travail de demain. Et je trouve que c'est une richesse incroyable pour nos prises de décision. L'engagement auprès des FCE aussi, c'était pour contrer une certaine solitude à une époque, et c'est aussi la devise des FCE, c'est « Seuls nous sommes invisibles, ensemble nous sommes invincibles ». Bravo.
C'est aussi pour contrer cette solitude, pour se soutenir entre femmes chefs d'entreprise et prendre des mandats et être présente. Ouais, quand chacun, on est différents les uns des autres, mais quand vous vivez la douleur du risque de perdre une entreprise, alors peut-être que c'est encore plus prégnant quand c'est une entreprise familiale, parce que vous portez l'histoire de générations qui ont fait des choses, qui ont œuvré. Vous êtes tout le temps à vous questionner en boucle de qu'est-ce que vous n'avez pas fait, mal fait, et que vous avez des familles qui dépendent de vous dans l'entreprise. À un moment donné, pour vous reconstruire, c'est soit vous lâchez tout, parce que votre émotion, parce que tout ce que vous vivez est trop fort, trop important, soit vous dites à un moment, pour me reconstruire, il faut que je me donne des droits. Et moi, avec le réseau des femmes chefs d'entreprise, je me suis donné le droit de rire, de partager et de reprendre de l'énergie positive finalement avec des gens dont je n'avais pas peur qu'ils me jugent finalement quelque part. Et ce droit de pleurer, de rire, d'être ce qu'on est au quotidien dans nos vies, j'ai appris à le faire avec elle. Voilà. Et j'aurais jamais pu le faire dans un cadre d'un syndicat patronal où j'allais me nourrir de l'expérience de choses sérieuses, mais qui ont fait... C'est la somme de tout ça qui a fait la réussite de mon redéveloppement et puis de ce que je suis aujourd'hui. Alors vous insistez beaucoup aussi sur l'égalité homme-femme et vous la mettez concrètement en place dans votre entreprise. Pas de réunion après 18 heures. Vous avez institué des contrats parentaux pour que les hommes, autant que les femmes, s'occupent des enfants, de leurs activités périscolaires par exemple. L'équilibre vie professionnelle, vie personnelle, c'est aussi quelque chose dont vous parlez souvent. Oui, c'est essentiel. Voilà quelque chose que j'ai appris par les réseaux, parce que quand vous êtes dirigeant, quand j'ai racheté l'entreprise, sincèrement, ma vie privée a été mise un peu entre parenthèses et j'étais plutôt une maman absente dans mon quotidien avec les enfants, même si le téléphone est là et qu'à chaque fois qu'il y avait une urgence, j'étais là. Mais en l'occurrence, c'était quand même le cas. Et c'est ma rencontre avec les femmes dans les entreprises, globalement, qui m'ont mis en miroir ma responsabilité en tant que dirigeant d'agir. Voilà. Et qu'à un moment donné, et ça c'est un message aussi globalement, avant de donner des conseils sur tous les sujets, agissons devant notre porte et qu'est-ce que je fais pour que ça aille mieux. Moi je préfère l'engouement à l'action de nos quotidiens et des petites choses qu'on peut faire pour résoudre les choses plutôt que de condamner ou de juger les tiers. Et donc j'ai essayé de mettre dans la réalité de l'organisation de Maviflex des choses en place qui correspondaient à des retours de vie de femmes dans leurs entreprises. Donc tout ce que vous avez bien sûr nommé. Et globalement, ce qui est important de dire, c'est qu'on ne le fait pas par uniquement œuvre sociale, on le fait parce que c'est bon dans la rentabilité de l'entreprise. Parce que quand vous avez des équipes qui prennent le temps de se régénérer à l'extérieur, de se ressourcer, d'aller à la rencontre des réseaux, de faire de l'activité sportive, de faire tout ce qu'ils ont envie de bien sûr passer du temps en famille, ils reviennent avec des idées et ils amènent énormément d'énergie positive à l'entreprise. Et moi, plus on a travaillé sur ces sujets-là, plus on a amélioré la rentabilité de Maviflex en parallèle. Donc il ne faut pas lâcher sur ces sujets, et encore moins en période de crise, parce que, en l'occurrence, on a quand même beaucoup constaté que la parole était donnée aux hommes sur tous les grands quotidiens ou magazines nationaux, et l'expertise, elle est partout, elle est partout à donner, et c'est vraiment important qu'on construise un monde des équilibres. Et l'entreprise, on doit montrer l'exemple dans l'entreprise de ce qui est rationnel de faire, et l'équilibre vie privée, vie professionnelle est un énorme enjeu encore aujourd'hui. Est-ce que ce sont des sujets sur lesquels vous travaillez avec les FCE ? Votre mandat prend fin à la fin de l'année, vous avez été élu en 2016. Quelles étaient vos principales ambitions, vos principales espérances au moment de votre élection en 2016 ? Est-ce qu'aujourd'hui vous vous dites mission accomplie sur ces sujets-là ?
On dit qu'il y a des choses qui ont avancé, mais il y a beaucoup de choses encore à faire sur l'entrepreneuriat féminin globalement. Et il y a un sujet qui reste vraiment important pour moi, c'est le financement de l'entrepreneuriat. Et donc là, il faut vraiment qu'on aille plus vite, plus fort avec des vrais indicateurs. Dans des entreprises, on ne travaille pas sans indicateurs pour savoir quel plan d'action on doit mettre en place. Et c'est pareil pour tous ces sujets. Sur l'entrepreneuriat, on a aucune statistique officielle, on a des sentiments et il faut absolument qu'on passe à un niveau complémentaire, et notamment sur le financement du développement et de l'entrepreneuriat féminin. Il faut qu'on ait des chiffres, il faut que l'État exige de tous les organismes qui financent, organismes publics, qui financent l'entrepreneuriat, qu'on puisse avoir de l'analyse homme-femme ou mixte pour savoir sur quoi on doit travailler et faire bouger les choses. Parce que globalement, ça fait un petit moment qu'on est sur la place de Lyon, on a un atout à Lyon majeur sur le nombre de réseaux féminins qui se mobilisent sur ces sujets-là, et les chiffres n'avancent pas. Donc ça veut dire qu'on ne prend pas le sujet par le bon angle, et qu'il faut qu'on travaille sur des éléments factuels, et notamment un sujet qui nous tient à cœur dans le réseau, qui est la reprise d'entreprise par les femmes. Donc il faut qu'il y ait des dispositifs d'accompagnement sur ces sujets-là. Et l'expérience qu'on peut avoir, justement, nous les femmes, beaucoup de femmes sont dans l'industrie. Quand elles sont dans l'industrie, elles sont sur de la succession reprise. Et on voit que c'est des magnifiques success stories. Et donc, il faut capitaliser sur ça pour montrer aux femmes qu'on va plus vite, plus fort quand on reprend une entreprise. Et beaucoup de femmes créent leur entreprise parce qu'elles souhaitent créer leur emploi. Parce qu'à un moment donné, il y a un plafond de verre, il y a une non-reconnaissance de leurs compétences, et elles se disent, après tout, je connais mon métier, j'ai quelques clients qui vont me suivre, donc je me mets à mon compte. Mais ça, c'est pas une bonne solution. Ça on stagne, et c'est des mauvaises analyses, parce que souvent, ces femmes disent qu'elles veulent gagner du temps, ou arbitrer sur le temps, et c'est pas la réalité. Et là, dans l'immédiat, vous dites que cette crise du Covid-19 a révélé les spécificités de l'entrepreneuriat féminin. C'est de plus en plus difficile pour les femmes chefs d'entreprise de piloter leur entreprise, à la fois. Donc ce sont souvent des petites entreprises, 90% de moins de 20 salariés, 70% de moins de 5 salariés. Elles sont souvent sous-capitalisées, vous l'avez évoqué. Les rémunérations souvent des femmes chefs d'entreprise sont très faibles. 1 500 € en moyenne en France. Donc c'est très faible, et donc quand vous vivez... Et ce qui veut dire qu'on a dit, faudra garder les enfants. Exactement. Et faire du télétravail. C'est-à-dire que c'est pas qu'il faudra garder les... C'est quand pour celles qui sont en couple, si le mari gagne mieux sa vie, forcément, c'est lui qui va repartir en présentiel. Et quand il n'y a pas d'accompagnement et de solution pour les enfants, les femmes restent à garder leurs enfants. Sauf que vous ne sauvez pas une entreprise en étant à la maison avec des enfants à garder. Et donc là, on va vivre quelques mois extrêmement difficiles dans l'univers de l'entrepreneuriat féminin. Oui. Et vous attendez des mesures spécifiques Non, j'attends. Il faut arrêter d'attendre de l'État toutes les solutions à tout. Là, hier, on a eu une bonne nouvelle. Si l'école reprend, on va pouvoir aussi repartir à la conquête des clients et essayer de reprendre du chiffre d'affaires. Mais il y a des pans de l'économie qui sont en grand danger. L'événementiel, le tourisme, et beaucoup de femmes sont dans ces univers-là. Donc, des sociétés de services liées à l'événementiel, il y a beaucoup de femmes. Je vous rappelle que 65% de l'entrepreneuriat sont dans des entreprises de services, et on sait bien qu'elles sont beaucoup plus touchées sur des périodes comme celle qu'on vit en ce moment. Donc l'économie globalement va vivre des mois de secousses encore inconnues, mais qui vont être incroyablement douloureuses. Mais les femmes vont vivre des moments encore plus difficiles. Justement, à ce sujet, on a lu sur un communiqué des FCE que 70% des femmes chefs d'entreprise pensaient que la situation des femmes dans les gouvernances et dans l'économie allait encore se dégrader suite à cette crise du Covid-19. C'est aussi votre avis ? Oui, c'est mon avis, parce qu'on l'a vu dans toutes les périodes de crise,
on relâche sur les sujets d'égalité, de place de la femme dans la gouvernance. Et donc, c'est vraiment important qu'on garde notre place, qu'on continue à témoigner, qu'on continue à agir pour une juste égalité. Les femmes représentent 50% de l'économie, il n'y a pas de raison qu'on ne les trouve pas à 50% de la gouvernance. Donc il faut maintenir la pression sur les organisations. C'est bon pour la société parce que plus elle est représentative de nos vies et de nos équilibres, mieux elle fonctionnera. Et c'est des sujets qu'on ne doit absolument pas relâcher. Ouais. Et vous avez l'impression d'avoir toujours autant de mal à vous faire entendre ? Oui et non, mais non. Je pense qu'aujourd'hui, les femmes ont pris plus conscience aussi de l'enjeu des réseaux et de l'enjeu de se mobiliser ensemble, de démultiplier les forces par des prises de parole. Et non, je pense que c'est plutôt un moment plus facile pour prendre la parole aujourd'hui. Voilà. Très bien, vous l'avez prise avec l'Union Décideurs. Merci beaucoup. Merci à vous. Anne-Sophie Pansiri d'avoir été notre invitée. Merci Maxime. Très heureux, on va vous offrir le numéro 5 de l'Union Décideurs qui vient de sortir en kiosque. Vous pouvez aussi vous abonner en allant sur notre site www.uniondécideurs.com. Rendez-vous dans un mois pour un autre grand entretien à retrouver ensuite, bien sûr, dans le magazine et sur le site aussi en vidéo pour l'interview intégrale. Très bonne journée. Merci à vous. Au revoir. Merci. Au revoir. Avec Ma Pièce, lieu d'événement pour entreprises, retrouvez chaque mois le grand entretien de Lyon Décideurs.